Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Lorraine. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Émeric Masson. Bonjour Émeric. Bon. Émeric est hypnothérapeute, il a écrit un ouvrage vraiment très intéressant que je vous recommande, Pierre Janet, Hypnose et télépathie, paru aux éditions du Logos. Nous allons donc parler aujourd'hui avec Émeric de Pierre Janet, de télépathie et d'une femme extraordinaire, Léonie Le Boulanger, qui a des facultés telles que la télépathie ou la vision à distance. C'est un aspect très peu connu du travail de Pierre Janet. Ce sont toutes ses recherches sur la mise en hypnose à distance et sur la télépathie. Alors, Émeric, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie d'explorer cet aspect du travail de Pierre Janet? Donc en fait, Pierre Janet est quelqu'un de quand même de très connu dans le monde de la psychothérapie. Et j'ai voulu m'intéresser à comment est-ce qu'il a démarré, on va dire, quels ont été ses premiers écrits sur justement l'hypnose, la dissociation psychique, la psychothérapie, etc. Et là, en fait, j'ai été surpris de tomber sur deux textes, donc ces deux premiers textes, qui, à ma grande surprise, parce que moi, je m'attendais à des choses assez classiques au vu de ses travaux postérieurs, qu'en fait, c'était deux textes qui parlaient d'hypnose à distance. C'est-à-dire qu'en fait, il avait trouvé par hasard une femme qui était plus âgée que lui, au Havre, là où il enseignait la philosophie. Et cette dame avait des capacités, on va dire, extraordinaires. Et avec certaines personnes, on pourra en parler après, pas toutes, elle était capable, entre autres, de rentrer en état d'hypnose alors que l'hypnotiseur se situait à plusieurs centaines de mètres, voire à plusieurs kilomètres. Et donc Pierre Janet fait une première série d'expériences avec un médecin du Havre et cette jeune femme qui s'appelait Léonie Le Boulanger. Euh, et donc il la découvre par hasard et donc il est très très impressionné de ce qu'il arrive à faire avec cette jeune personne. Et donc du coup, il va faire une première, on va dire, conférence qui va être lue par son oncle Paul Janet devant Charcot, où il relate ces phénomènes extraordinaires d'hypnose à distance. Donc en gros, comment ça fonctionne? Léonie, qui a un statut de domestique à l'époque, de gouvernante, va qu'à ses occupations dans sa maison ou dans la maison de ses employeurs. Et Pierre Janet et le médecin avec qui il est associé, qui s'appelle Joseph Gibert, décident, avec des heures, on va dire, prises au hasard, etc., de la faire tomber dans ce qu'ils appelaient à l'époque le somnambulisme magnétique, le mardi à 12h30, alors qu'ils sont à l'étage au-dessus, dans la maison d'à côté, ou carrément à plusieurs kilomètres. Et donc, il y en a un qui fait l'expérience à plusieurs kilomètres, on va dire, l'autre qui est à peu près dans les parages de Léonie, pour résumer. Et puis, à l'heure dite, quasiment à la minute près, elle tombe comme ça dans une sorte de transe hypnotique. À la minute près où l'autre a décidé, par une sorte de concentration télépathique, de la faire tomber en état d'hypnose. Donc, il y a une première série d'expériences où ils sont tous les deux. Ils font la lecture devant Charcot à Paris, parce que ça se passe au Havre. Et le premier article fait quand même beaucoup de bruit, parce que, c'est quand même très extraordinaire. Et donc, il décide de faire une deuxième série d'expériences, toujours au Havre, toujours avec cette Léonie Le Boulanger, mais cette fois-ci en invitant tout un tas de savants, de philosophes, de médecins qui s'intéressent à ces sujets, notamment, comment il s'appelle, Charles Richet, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Léon Marillier pour la France, le frère de Janet qui s'appelle Jules Janet, quelqu'un qui est français mais d'origine polonaise, qui a un nom assez difficile à prononcer, donc je ne vais pas l'écorcher, on en parlera tout à l'heure, et puis des Anglais, notamment Myers, qui était un des fondateurs de la société de recherche psychique anglaise, qui a inventé le mot télépathie, enfin voilà, qui a beaucoup travaillé avec les spirites, etc. Donc c'est des gens qui avaient à cœur de démontrer, avec des expériences de laboratoire fiables, sous contrôle, double aveugle, etc., qu'il existait des choses qui dépassaient le monde matérialiste, on va dire, classique. Voilà, donc ils font une deuxième série d'expériences avec Léonie toujours, et Pierre Janet, Joseph Gibert, et ce qui est intéressant, c'est ça marche pas avec tout le monde. Voilà. Il faut qu'il y ait un rapport qui se crée entre Léonie et l'hypnotiseur. Et si ce rapport se crée, les expériences merveilleuses, incroyables vont se dérouler.
Et puis si le rapport se crée pas, il se passe rien. Voilà. Donc il y a pas de voilà, c'est des choses qui sont pas très faciles à mettre en place dans des laboratoires, etc. Enfin à l'époque, hein, ça se faisait dans la maison de Jeff Zibert, donc il n'y a pas de laboratoire au sens strict du terme, parce qu'il y a quand même un facteur humain qui est très très important. Alors, premièrement, tout le monde n'est pas comme Léonie, qui est quand même voilà très très particulière. Et même avec quelqu'un de très particulier, de trier sur le volet, qui est cette Léonie, eh ben, ça marche pas avec tout le monde non plus. Voilà. Je crois que Richet y arrive, Jules et Pierre y arrivent, Joseph Gibert y arrive, mais Léon Marié, par exemple, n'y arrive pas. Voilà. Et d'autres gens n'y arrivent pas non plus. Donc, et elle le dit, Léonie dit très bien, voilà, il faut que comment dire, il faut que j'ai une sorte d'élan, d'affection vers l'hypnotiseur pour que ça fonctionne. Voilà. Ce qui, comment dire, quelque part, est raccord avec le terme télépathie. Parce que souvent, on a tendance à penser que la télépathie, c'est juste je lis la pensée de quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, le mot, il y a pathos dedans, ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un rapport émotionnel. Voilà. Donc il y a un lien qui peut se faire à condition qu'il y ait une affection, qu'il y ait quelque chose, etc. Et sinon, le mot maintenant veut dire un petit peu autre chose que ce pourquoi il a été créé, mais voilà, la télépathie, c'est pas quelque chose de mécanique, de technique qui marche tout le temps. Comme le dit Léonie, il faut vraiment qu'il y ait voilà, un rapport humain de qualité qui existe, en plus de capacités extraordinaires qui sont quand même assez rares. Alors, comment ont commencé ces expériences? Parce que si je me rappelle bien, dans ce que j'ai lu dans ton livre, c'est que d'abord, c'est une hypnose plutôt classique où, l'hypnothérapeute parle et puis en lui tenant la main et puis il suffit juste de lui tenir la main et de se concentrer et donc c'est progressivement qu'ils ont tenté, des expériences de plus en plus, Pas vraiment, parce qu'ils se sont, comment dire, elle était connue, cette Léonie Le Boulanger, elle avait un passé, hein, alors je sais plus, elle est née je sais plus, elle doit avoir une quarantaine d'années à peu près, hein, quand Pierre Janet a 22, 23 ans, elle a 40 ans à peu près. Et elle est connue dans le milieu du Havre pour ses capacités extraordinaires. Et c'est pour ça que Joseph Zibert la présente à Pierre Janet qui voulait s'occuper de cas médicaux, etc. À l'époque, il n'était pas encore médecin, il était juste philosophe. Il sera médecin 4 ou 5 années plus tard. Et donc, ils savent très bien, elle a travaillé avec Joseph Gibert de manière spectaculaire, elle a travaillé avec d'autres médecins avant, et elle a travaillé avec d'autres gens un petit peu plus tangents encore avant. Notamment, elle avait été utilisée pour trouver des trésors. Il y avait une ah bon? histoire incroyable en Normandie d'un trésor caché dans un château, etc. Ils ne savaient pas où était l'or, et donc ils ont enterré cette femme dans la terre en espérant que, comme elle serait enterrée dans la terre, elle aurait plus de connexion avec le château, l'or, etc. Et puis c'est une histoire complètement embrouillée. Bon, elle est très vieille, on n'a plus beaucoup d'éléments. On ne sait pas bien dans quelle mesure c'est une escroquerie ou vraiment il y avait un trésor ou une captation d'héritage. Enfin bon, c'était complètement embrouillé. Mais en tout cas, elle avait été utilisée pour trouver ce trésor, parce qu'on savait qu'elle avait des capacités de médium et compagnie. Est-ce Et qu'il a donc, été quand... trouvé alors le trésor ou pas? on ne sait plus, parce que c'est une histoire qui date de 1850, un truc comme ça, quoi. Donc, on a quelques traces. Mais bon, c'est vraiment embrouillé, quoi. Il y a héritage, escroquerie, vrai trésor, médium, enfin bon, le truc... voilà. Et peu de traces écrites. Je crois qu'il y a un procès qui a été fait. Mais enfin bon, voilà. Donc, quand elle tombe, entre guillemets, dans l'influence de Pierre Janet, il sait très bien à qui il a affaire, en fait. Et lui-même n'a reçu aucune formation d'hypnose, rien du tout, hein. Voilà, à l'époque, ça n'existait pas. C'était une question de volonté, en fait. Il fallait arriver à imposer sa volonté, on va dire, au sujet, par une sorte de concentration. Donc, quand il raconte comment il fait ça, en gros, il se concentre, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à Dieu sait quoi, il est vraiment focus. Voilà, quand il est dans la rue et qu'il veut hypnotiser cette Léonie qui a plusieurs kilomètres, il est vraiment concentré sur l'idée, il a vraiment la volonté gigantesque de l'hypnotiser à distance. Donc en fait, de mémoire, il ne lui prend pas la main ni rien, c'est beaucoup des passes magnétiques, des fixations du regard, et puis après, carrément, c'est à distance. Donc il ne prend pas la main, il ne fait pas de passe magnétique, puisque c'est juste une sorte de concentration un petit peu voilà, extrême. Et visiblement, il y a un rapport, puisque cette femme tombe comme ça. Alors, c'est pas tout le temps non plus, hein, quand ils ont fait des statistiques à peu près comme ça à distance. Quand ils le faisaient 20 fois à peu près, des expériences de séries de 20 à peu près, ça marchait 15 fois sur les 20. Voilà. Donc il y avait 5, on va dire, concentrations à distance qui n'opéraient rien du tout.
mais il y avait quand même 15 qui marchaient sur 20, ce qui est quand même, comment dire, plutôt une bonne statistique. Et encore une fois, ça dépendait des gens. Voilà. Visiblement, de mémoire, Jules et Pierre Janet avaient les meilleurs résultats, et puis d'autres en avaient carrément aucun résultat, comme Léon Marié. Voilà. Donc, il n'y a pas de progressivité, parce qu'ils savent très bien, quand ils ont affaire à Léonie, que c'est extraordinaire et qu'ils vont pouvoir justement prouver, entre guillemets, qu'on peut hypnotiser les gens à distance. Au départ, ils sont quand même dans la même pièce. Au départ, ils sont dans la même pièce, oui. Alors, au départ, ils font des petits trucs classiques, c'est-à-dire ils lui font deviner des cartes, etc. Ils lui font deviner des pensées qu'ils sont en face d'eux, etc. Et puis très vite, ils prennent, entre guillemets, de la distance. Donc, ils passent dans la pièce d'à côté pour l'hypnotiser à distance et même après pour me faire un rapport de sympathie au sens magique du terme. C'est-à-dire que Pierre Janet va se brûler la main, par exemple, et elle va sentir une brûlure sur sa propre main alors qu'il est 2 pièces à côté, quoi. Pareil, Pierre Janet va manger du poivre ou du sel alors qu'il est étage au-dessus ou étage en dessous. Et Léonie va pouvoir dire bah, j'ai du poivre dans la bouche, j'ai du sel dans la bouche, etc. Voilà. Donc elle est capable de sentir des choses très basiques comme des brûlures, salées, poivrées, enfin voilà, des choses assez simples qu'elle peut sentir sous hypnose alors qu'elle est séparée de plusieurs pièces de Pierre Janet. Et Voilà. là, c'est Donc sans intention, hein, quand Paul Janet se brûle, enfin, c'est le frère c'est Jules Janet. Pierre, c'est Jules, Paul c'est l'oncle, et il Ah, y a c'est deux Jules qui se neveux, brûle. Jules et Pierre. Ouais. Et bah, là, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de concentration, et Non, elle le elle est ressent tout déjà de sous suite. hypnose. En fait, ils ont besoin de se concentrer pour la mettre sous hypnose à distance. Donc là, il y a besoin d'une sorte de concentration. En revanche, une fois qu'elle est sous hypnose, là, non, non, on fait ce qu'on veut. Elle peut lire des cartes, on peut se brûler, manger du poivre. Et là, ça marche, on va dire, automatiquement, quoi. Et la concentration est importante, la qualité de la concentration, Oui, hein. visiblement, D'ailleurs, oui. ça la Mm. met mal à l'aise quand la personne ne s'est pas bien concentrée. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Quand elle sent que la personne, ou alors avec Léon Marié, c'est intéressant parce que elle aime pas Léon Marié. Il y a un truc qui, on ne sait pas pourquoi. Après, c'est une chimie, on va dire. Des fois, on aime les gens, des fois, on les aime pas. Et donc, avec ce Léon Marié, les résultats sont très médiocres. Et même, elle est, comment dire, elle est pas à l'aise avec lui. Elle l'aime pas. Voilà, elle a pas envie de travailler avec lui, alors qu'elle a envie de travailler avec certaines personnes. Et alors, soit parce que le rapport passe pas entre eux, bon, ça arrive, soit parce que peut-être qu'il est malade. Parce qu'à un moment, elle va détecter qu'il y a un problème cardiaque, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est comme si cette maladie de Léon Marié, bah, qu'elle la sentait, elle. Et du coup, bah, elle n'avait pas envie de sentir cette maladie, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu tellement. Alors, bon, après, j'ai pas eu accès à toutes les sources de Léonie, je pense pas mal. J'espère toutes, mais bon, évidemment, on peut toujours en trouver plus tard. Elle n'a pas vraiment travaillé de manière médicale avec Pierre Janet. C'était pas sa patiente, il l'a jamais, comment dire, prise comme patiente. Mais c'est un sujet de recherche. C'était vraiment un sujet de recherche, voilà, pur et dur. Et elle-même n'était pas très axée thérapie. C'est-à-dire que bon, elle a fait cette espèce de diagnostic avec Léon Marié, mais c'était vraiment, à ma connaissance, c'est la seule fois qu'elle a fait ça. Alors qu'à l'époque, il y avait d'autres, on va dire, pardon, il y avait d'autres somnambules comme ça, extraordinaires, qui eux faisaient de la thérapie. Voilà. Souvent, c'était pas des médecins. Il y en a un qui est connu, qui s'appelle, je sais pas si tu vois qui c'est, qui s'appelle Alexis Didier, qui vivait 30 ans avant. Et donc, lui a commencé à faire du spectacle d'hypnose, un peu comme Léonie, mais sur des scènes de spectacle avec son hypnotiseur. Et sur la fin de sa vie, comme ça le fatiguait beaucoup, il s'est associé à un médecin, en fait, parce qu'il n'a pas le droit, du coup, de pratiquer la médecine. Et donc, en fait, le médecin rédigeait les ordonnances et lui détectait les maladies chez les gens, etc. Donc, il y avait à l'époque, il y avait tout un milieu de médecine somnambulique. Et à part quelques médecins qui avaient les deux rôles, somnambule, magnétique, lucide et médecin, donc à ce cas, il était tout seul, les autres étaient associés à des médecins pour ne pas avoir de problème avec les autorités médicales. Voilà. Mais à ma connaissance, Léonie n'a pas fait ça, alors que visiblement elle pouvait le faire. Mais bon, soit elle n'a pas eu l'idée, soit Pierre Janet n'a pas voulu qu'elle fasse ça. Enfin, voilà. Elle, son métier, c'était vraiment gouvernante d'enfants, hein, voilà. Donc elle a fait ça toute sa vie. Et en plus, elle faisait, entre guillemets, sujet de cobaye de recherche médicale. Mais c'était en perruque, quoi. Alors les C'était pas son recherches, elles ont activité. été très loin, hein, notamment on pourrait aujourd'hui parler du double aveugle, Oui, c'est-à-dire qu'ils ont chaque fois poussé plus loin,
Mmh. Au niveau de la rigueur scientifique, est-ce que tu Oui. peux nous expliquer, Et ben, pour pas justement qu'il y ait de enfin, le double aveugle a été inventé il y a très longtemps, hein, je sais plus exactement, je dirais que c'était, à peu près au milieu du XVIIIe siècle. Donc là, on est quasiment, 1 siècle, après l'invention, on va dire intellectuelle du double aveugle, mais c'était pas très utilisé, les gens oui, puis c'est l'utilisaient surtout pas. pour les médicaments, j'imagine? Oui, alors c'était je sais plus pourquoi, ouais, en médecine, ça a été fait, je sais plus. Peut-être pour le scorbut, je crois, un truc comme ça. À voir. Mais bon, en tout cas, c'était quand même en tête. Ils l'appellent pas comme ça, mais ils font du double aveugle. C'est-à-dire que, par exemple, quand Pierre Janet va hypnotiser à distance Léonie, alors évidemment, Léonie n'est au courant de rien, elle va qu'à ses occupations dans la maison, et c'est même pas Pierre Janet qui va choisir l'horaire. C'est-à-dire que Pierre Janet se promène sur la jetée au Havre, par exemple, et c'est quelqu'un d'autre, d'accord, qui va lui dire, tu feras ça aujourd'hui à 17h32. Voilà. Donc du coup, Pierre Janet apprend au dernier moment qu'il doit hypnotiser à distance Léonie. Et donc c'est pas lui qui peut se mettre d'accord avec Léonie par des, je sais pas quoi, des gestes inconscients ou une habitude, etc. Puisque bon, bah, Léonie quelque part, elle se doute bien qu'il va se passer quelque chose, puisque les expériences duraient une semaine à peu près. Donc bah, évidemment, quand les gens venaient de Londres et d'ailleurs, elle se doutait que tôt ou tard, elle allait tomber en état d'hypnose. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui surveillaient Léonie connaissaient l'horaire. Pierre Janet, lui, la connaissait au dernier moment. Et donc, bah, après, bah, il regardait si à 17h32, il y avait bien quelque chose qui se passait avec Léonie. Donc, ils n'étaient pas à côté d'elle. Hein. Il la laissait vaquer à ses occupations. Et eux, ils se mettaient dans le jardin et il la surveillait du coin de l'œil parce qu'évidemment, s'il la suivait tout le temps, on aurait pu dire ils vont savoir, etc. Donc, Il me semble on va même que dire. l'observateur n'était pas au courant de l'heure, c'est-à-dire il était là plusieurs Oui, heures c'est ça, oui, tu as et raison. Ni Pierre Janet, ni et l'observateur lui n'étaient parce au que courant. sinon, Oui, il pourrait y avoir des oui, interférences parce que tu as si lui raison. sait, il peut, Oui, oui. mais en fait non, lui ne L'observateur, savait oui, pas non c'est plus et ça. donc il est là plusieurs heures, C'est dans la ça. maison où Léonie va qu'à ses occupations et il note à quelle C'est une heure, note, c'est ça, oui. Oui. elle Ah est oui, donc on est tombée bien et dans tout du ça a blue été aveugle parce écrit, que ouais, c'est pas Pierre Janet qui choisit l'horaire. Effectivement, l'observateur connaît pas l'horaire non plus. Oui. Voilà. Donc là, on est vraiment dans du double aveugle avec un taux de réussite de 15/20. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas mal, quoi. Voilà. oui, puis elle avait quand même trouvé des petites astuces pour pas, tomber, en hypnose. Elle Oui, se mettait les mains sous l'eau froide. oui, parce que ça la fatiguait et puis elle pensait, ce qui était un peu vrai, qu'on se moquait un peu d'elle, quoi. Parce qu'elle avait son métier à faire et tout d'un coup, bah, elle faisait plus son métier et bim, voilà. Donc elle essayait de résister, mais c'est une sorte de jeu quand même, parce qu'elle aimait beaucoup Pierre Janet. Ils avaient un rapport un peu mère-fils, parce qu'il y avait un écart d'âge important. Et donc il y a un rapport, on va dire, très... ouais, c'est très humain. Voilà. Donc elle râle beaucoup, elle dit, ouais, ça la fatigue, elle engueule un peu... C'est aussi une manière pour elle d'engueuler un peu les savants, parce que c'est comme une domestique. Et donc, quelque part, il la sollicite beaucoup, donc ça la met sur une sorte de piédestal. Et là, quand elle est sous hypnose, elle a différentes personnalités, on pourra en parler plus tard. Et il y en a certaines qui sont très insolentes. On se croirait un peu dans les pièces de Molière, tu sais, où il y a les domestiques elles sont domestiques, mais en même temps, elles reprennent leurs employeurs sur des tons un petit peu acerbes, un petit peu moqueurs. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Il y a une sorte de jeu entre eux. Voilà, c'est assez marrant. Est-ce que tu peux nous Euh, parler un peu de cette vie de Pierre Janet? Comment est-ce qu'il en est finalement arrivé à s'intéresser à l'hypnose et puis aussi à ces phénomènes paranormaux? Parce qu'il dit en tout cas que il a eu, quand il était jeune, une pulsion par rapport à la religion. Il était très oui, religieux et qu'il a toujours voulu réunir la science et la religion. Alors, en tout cas, c'est ce qu'il déclare dans un de c'est ce ses qu'il dit, ouais. écrits qui est dans ton livre. Est-ce que tu peux nous raconter sa vie? Alors on peut, il n'y a pas beaucoup d'éléments parce que c'est vieux, et puis à l'époque, les gens, bah, comme maintenant, ils ne voulaient pas non plus tout écrire, etc. Donc il y a comme un mystère, Pierre Janet. Donc il vient d'une famille de bourgeois hein, français, classique, hein, voilà, grande bourgeoisie, enfin bourgeoisie assez aisée, on va dire. Et donc bah, à l'époque, tout le monde est catholique, on va dire, hein, c'est comme ça. Et sa tante était religieuse. Il avait un très bon rapport avec elle. Et à un moment, il se passe quelque chose. Alors, soit il se passe quelque chose dans le couvent de sa tante, soit c'est un drame familial. Il tombe malade aussi, à un moment donné, pendant plusieurs mois, alors qu'il a 14-15 ans. Et là, il y a un peu une rupture. C'est-à-dire qu'il était très intéressé au monde végétal, à la science, à la religion, à la spiritualité, etc. Et là, il y a cette rupture, cette crise. On ne sait pas bien ce qui se passe. Il tombe malade. Il y a peut-être sa tante qui a un scandale dans son couvent, à Nîmes, je crois, un truc comme ça, alors que c'est sa marraine, plus ou moins. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il va plus à l'école, il se déscolarise pendant plusieurs mois.
Et quand il revient, donc il guérit, entre guillemets, c'est un peu une crise psychothérapeutique, eh ben, il rejette la science. Pardon, il rejette la religion. Il va se couper de sa foi, il va plus parler de vouloir réunir justement foi, spiritualité et science d'un côté. Il y a une cassure, il y a un mystère. Voilà. Et du coup, il va faire des études de philosophie, etc. Et il va devenir philosophe et médecin. Alors, il va jamais s'opposer frontalement à la religion, parce que bon, son milieu le permet pas. Et puis, bon, bah, c'est comme ses croyances de toute la France à l'époque, etc. Donc, ses enfants sont baptisés, sa femme va à l'église, etc. Mais lui, voilà, il est vraiment en retrait de tout ça. Et donc, il va se diriger vers des études de prof de philo classique, hein, et puis, sous l'impulsion de son oncle, qui est très connu à l'époque, Paul Janet, qui est professeur de philosophie. Et il va donc s'intéresser à la psychothérapie, s'intéresser à la médecine, et donc c'est lui qui va le pousser à faire en plus une thèse de médecine. Voilà. Et il s'intéresse au paranormal, c'est un petit peu, ça ressemble a posteriori à une erreur de parcours en fait, parce qu'en fait il s'y intéresse pas vraiment. Lui, il veut s'intéresser enfin, on sent qu'il veut devenir médecin et qu'il s'intéresse à tout ça, mais il veut pas rencontrer a priori quelqu'un comme Léonie. Voilà. Lui, il voulait rencontrer des schizophrènes, il voulait rencontrer des hystériques, et donc il va, comme c'est le même milieu social, ce Joseph Gibert, qui est très connu à l'époque, c'est un ami de Félix Faure. Ça aura son importance plus tard. Donc c'est un grand notable du Havre, qui est introduit partout, etc. Donc Paul Janet doit faire le lien. Et il dit, bah, tiens, présente-moi des schizophrènes, des hystériques, etc. Puisque comme je vais être médecin, ça va me permettre d'avoir des cas concrets et pratiques à observer. Et bah, au lieu de lui amener un schizophrène ou une hystérique, il lui amène Léonie Le Boulanger. Et donc là, il se retrouve plongé dans le monde de l'hypnose et du somnambulisme merveilleux, mais c'est pas du tout une recherche de sa part. C'est vraiment le hasard. Mais il Et s'emballe d'ailleurs, quand même, hein, par rapport à ses recherches, en tout cas dans un premier temps. On voit que ah ça. oui, alors il adore ça, il va à fond, c'est lui qui ramène Myers et compagnie de Londres et compagnie, voilà. Charcot, bon, il sait pas trop quoi faire, quoi. Il est un peu gêné avec cette histoire, et il publie comme ça dans sa revue, mais on sent il aime pas trop, quoi, voilà. Et puis au moment où il va passer sa thèse, donc il va bosser avec elle, en gros de 85, 86 jusqu'à 89. Donc elle fait partie, et après il a d'autres sujets, comme ça, hypnotiques, et ça va donner sa thèse sur l'automatisme psychologique, donc voilà, qui est très Paru connue. en 1889. Voilà, c'est ça. Donc là, il a 5 ou 6, on va dire, cobayes, que des femmes, hein, qui sont des très bons sujets hypnotiques, probablement très dissociés à la base. Et donc c'est sur ces, on va dire, cobayes et sur ces séances d'hypnose avec elle qui va donc construire son premier livre, son premier ouvrage. Bon, c'est sa thèse, mais après c'est devenu un livre classique. Et assez mystérieusement, j'en parle dans mon livre, je donne des pistes, il va renier complètement cet aspect ensuite de sa vie. Voilà. Il va plus jamais travailler avec Léonie et plus jamais parler de tout ce qui est paranormal, hypnose à distance, lecture de pensée, divination de cartes, etc. Silence radio. Il va jamais non plus aller contre ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il va jamais dire qu'il s'est trompé, qu'il a fait des erreurs et tout, mais il n'y a plus rien. Voilà. Tu parlais des différentes personnalités de Léonie, Oui. explique-nous ça. C'est-à-dire qu'en Alors, hypnose, elle manifeste des personnalités différentes. c'est ça. Et donc, à tel point que c'est tellement différent comment elle est sous hypnose que dans sa vraie vie, que les gens vont lui donner des noms, d'autres noms en fait. Léontine, Léonora, donc tout à base de Léonie, etc. Enfin voilà, ou des numérotations carrément. Richet va les numéroter, je crois, de 1 à 3. Et puis après, il y a un Anglais qui va bosser avec elle, qui va en trouver une quatrième. Donc, il numérote également de 1 à 4. Et au départ, Janet et ses confrères, parce que c'était dans l'air du temps, ils étaient persuadés que si on mettait les gens sous hypnose, on avait accès à leur vraie personnalité. Voilà. On affichait en société bon, bah, un masque social pour différentes raisons, de manière complètement inconsciente évidemment pour la plupart des gens, et que l'hypnose en fait permettait d'arriver au vrai moi, au true self des Anglais, quoi. Et donc du coup, ils étaient intéressés pour se dire, bah, si on veut vraiment faire un modèle de l'esprit humain, bah, il faut mettre les gens en hypnose, et puis bah, regardez comment ils sont, c'est comme ça qu'on aura la vérité psychique. Voilà.
Et en fait, bah, très vite, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Janet a fait un marche en arrière, mais pas complètement. C'est qu'en fait, ils le disent sans le dire. C'est pour ça que c'est vrai. Que en fait, bah non, on n'a pas accès à au vrai moi en hypnose, mais au contraire, on crée des personnalités sous hypnose. Alors Et explique-nous ça. ça, voilà. Et ça, Pierre Janet, à mon avis, comme il est très intelligent, il le voit. Enfin, on voit qu'il le voit, mais il dit pas explicitement qu'il le voit, que c'est ça, quoi. Donc ça frise un peu la malhonnêteté intellectuelle quand même, puisque par exemple, il se rend compte qu'une des personnalités sous hypnose, en fait, est insolente, menteuse et protestante. Euh, et une autre personnalité qui est moins profonde, qui est marrante, honnête et catholique. Et en fait, bah, cette personnalité, la première qu'il trouve sous hypnose, bah, c'est celle qui a créé Pierre Janet. Et quand il pousse encore une séance d'hypnose, en fait, bah, il va tomber sur la personnalité qu'a créé Joseph Gibert, qui est protestant. Et il y en a encore une autre qui est catholique, encore au-dessus, qui a été faite par le docteur Joseph Perrier, donc avant la rencontre avec Gibert. Et donc, en fait, il voit bien que les personnalités hypnotiques, en fait, ont les caractéristiques, notamment à travers la religion, des hypnotiseurs qui ont donc créé ces états hypnotico-dissociés, quoi. Et donc, en fait, ben, Jeannette ne peut pas ne pas savoir qu'il n'a pas accès à la véritable personnalité, au véritable moi de Léonie quand il hypnotise, mais au contraire, ben, lui, il en a créé une. Et puis, s'il insiste, il va tomber sur celle de Gilbert, et s'il insiste encore, il va tomber sur celle de Perrier. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est en plein boom de l'intérêt pour le TDI, les troubles Hum. dissociatifs de la personnalité, de l'identité. Et donc, j'ai aussi, moi, l'impression que parfois on crée des nouvelles personnalités, Ah oui. notamment en les nommant, hein, puisque aujourd'hui, Ah bah avec oui. Hum. des mouvements comme l'IFS aussi, on nomme des personnalités. Or, bah, voilà, Jeannet l'avait déjà observé, c'est qu'on pouvait Hum. avoir des espèces d'effets tératogènes de la thérapie. Donc, on va induire finalement quelque chose de pas nécessairement très intéressant Ah bah pour la non, ouais. personne. Et donc des gens comme Hélène et John Watkins qui sont à l'origine de la théorie des ego states, des états du moi, disaient eux aussi qu'il fallait être extrêmement prudent Ah oui. parce que, bon, ils disaient, oui, il y a plusieurs personnalités ou sous-personnalités chez les personnes qui sont dissociées, mais attention, parce qu'on en crée facilement Oui. de nouvelles, ou en tout cas, le patient, dans la Hum. thérapie avec le thérapeute, peut créer ce qu'on appelait à l'époque des alters, des nouveaux Ouais. alters, et ça pose vraiment question, je trouve, Ah bah de oui, oui. l'interaction humaine qui fait qu'on peut créer des nouvelles personnalités. Hum. On voit aussi beaucoup d'influenceuses maintenant, hein, qui se disent atteintes de TDI, de troubles de l'identité, dissociatifs de l'identité, et ça fait florès, c'est-à-dire que des Oui. jeunes se reconnaissent, et donc on peut aussi comprendre tous ces effets de Ah oui, oui. Oui. suggestion où on se crée des nouvelles personnalités. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, par rapport à ça? Toi qui as analysé en profondeur ces travaux de Pierre Janet. Bah, disons que dans ma pratique quotidienne, il m'arrive de voir des gens qui sont, on va dire, ouais, comme je dis, qui souffrent de TDI, etc. Alors bon, je ne vais pas faire de généralité parce que je ne fais pas d'études là-dessus, c'est juste mon travail, etc. Mais c'est quand même très très souvent, voire toujours des gens quand même qui ont souffert de traumatismes sévères. C'est-à-dire que ce sont ces traumatismes-là, en général d'ordre malheureusement sexuel et malheureusement encore plus pendant l'enfance, qui ont créé, on va dire, ces dissociations psychiques, qui peuvent avoir des noms, pas forcément créés en thérapie d'ailleurs, hein, les gens ont pu nommer ces différents alters avec des prénoms, etc. Bon, bah là, ça a été fait, on va dire, hors thérapie. Bon, c'est un fait, on va dire, c'est comme ça. Mais évidemment, toute séance d'hypnose qui va créer de la dissociation, d'accord, va donc rajouter une couche de dissociation mécaniquement. Donc, bah, toute hypnose dissociative, pour moi, bah, crée un problème. Voilà. Potentiellement, disons. Oui. Parce que Donc, bien sûr, moi aussi, je reconnais évidemment que le trouble donc dissociatif de ouais. l'identité existe bel et bien, mais je Oui. pense qu'on en rajoute Bah des oui, il faut couches surtout pas en en rajouter. Oui, oui. thérapie.
avec aussi, bah, les réseaux sociaux, enfin, où des gens vont se Et rep après, oui, après, il y a encore autre chose. Moi, j'ai pas vu de gens comme ça, mais je pense qu'il doivent exister ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à force de voir des gens sur des réseaux qui sont dissociés parce qu'ils ont subi un trauma, etc., et donc ils ont des haltères et tout, ça peut, entre guillemets, très indirectement hypnotiser certaines personnes qui regardent ça, qui, elles, vont se mettre à mimiquer ces dissociations d'haltères, alors qu'a priori, merci pour elles, elles n'ont pas eu les traumas de base. Mais elles vont se retrouver dissociées par une sorte de mimétisme de ce qu'elles voient. Voilà. Bah, si tu sais comme moi, si toi et moi on était entourés de gens complètement dissociés, peut-être qu'au bout de quelques mois on le deviendra aussi par contagion, on va dire, mimétique, quoi. Et donc, oui, c'est problématique, quoi. Mm. qu'est-ce que pour Alors, vas-y. pour répondre à ta question sur Pierre Janet, ben, pour moi il le savait. Parce que bah, il voit très bien qu'il y a des catholiques et des protestants qui s'alternent, etc. Donc voilà. Et en plus, il y a un de ses confrères, Charles Binet, qui le dit à un moment donné avec une autre personnalité, je sais plus, enfin un autre sujet dont j'ai oublié le nom, peu importe, une femme aussi. Il va découvrir, entre guillemets, lui pense qu'il découvre une personnalité sous hypnose, etc. Et Charles Binet lui dit non, non, mais en fait, tu découvres rien du tout, tu crées le truc, quoi. Voilà. Donc, ça a été dit par Binet. Il lui a dit exactement ce qu'on est en train de nous dire maintenant. Bon, c'était il y a en 1880, je sais pas, 10 par là, un truc comme ça. Et il dit, voilà, bon, après, il a pu ne pas l'écouter, il a pu ne pas le croire, mais enfin bon, il a quand même vu Léonie qui alterne les couches protestants-catholiques. L'autre lui dit qu'en fait, il est en train de créer des personnalités, donc il devait le savoir. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'en a pas parlé, parce qu'il devait être gêné aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a fait des grandes découvertes sur le trauma dissociatif. C'est comme grâce à lui, on parle de Watkins, par exemple. Bah, s'il n'y a pas Genet, il n'y a pas Watkins, par exemple. Je connais pas l'histoire de Watkins, mais j'imagine pas qu'il n'ait pas lu Genet et qu'il n'ait pas construit les ego state therapy sur le polypsychisme de Duro de Grand, qui a influencé Genet, qui a probablement influencé Watkins, etc. Donc il a quand même créé un monumental corpus psychothérapeutique. Bah, je crois que c'est dans ton livre d'ailleurs sur l'hypnothérapie que tu t'indiques quelque part que c'est plus ou moins lui qui a sous hypnose qui recrée des chemins de vie alternatifs de guérison. Oui, les scénarios Voilà. réparateurs, effectivement, avec le cas Marie qui est aussi dans sa thèse de doctorat sur Mhm. l'automatisme psychologique, donc dans le même ouvrage que celui dont on parle de Léonie. Voilà. Donc tout ça, il devait le savoir. Et bah, après, c'est toujours un petit peu gênant de se dire que tu as construit ta théorie en dissociant les gens qui étaient déjà dissociés quand tu les as vus et que tu as encore rajouté de la dissociation. Donc peut-être qu'il était un peu gêné par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trop parlé de tout ça. Et puis après, bah, si tu t'aperçois que tes sujets sont télépathes, parce qu'en gros c'était le cas de Léonie, bah, du coup, t'es pas en train d'observer la psyché humaine pure, comme les gens pouvaient croire à l'époque que l'hypnose permettait d'accéder à la pure psyché humaine, mais en fait, tu accèdes juste à un miroir de ta propre psyché, quoi. Donc tu rentres dans des raisonnements en boucle autoréférentiels, du coup, bah, si t'observes, enfin, tu t'observes, tu valides tes propres idées, enfin voilà, donc c'est embêtant, quoi, voilà, d'un point de vue scientifique. Je crois que Donc c'est ça une des vient, raisons pour lesquelles il s'est écarté c'est de... une des raisons. Après, il a jamais expliqué pourquoi il s'est écarté, donc on en est réduit à faire des hypothèses. Oui, je pense que c'est une des hypothèses. Une autre hypothèse, c'est que clairement, bah, si commences à faire des études, des recherches sur des sujets télépathes, etc., machin, t'as pas de crédit public, t'as pas de chaire à l'école de France, t'as pas tous les honneurs que Charcot lui a donnés, etc., etc., quoi. Tu passes pour un saltimbanque fou furieux. Donc, du coup, tu es écarté des institutions académiques. Et lui, bah, visiblement, c'est pas ce qu'il voulait, quoi. Donc, du coup, ça fait plusieurs choses, quoi. Après, on peut avoir, c'est ce que je dis dans mon livre aussi, il peut avoir peur. Parce que si on se dit, bah, en fait, les gens peuvent lire dans les pensées des autres, waouh, ça bouleverse complètement le monde dans lequel on est. Par exemple, bah, cette même Léonie va plus tard, je ne sais pas si on va en parler maintenant ou plus tard dans l'interview, elle va plus tard participer à sa mesure au fameux procès Dreyfus. Parle-nous de ça, Euh, oui. voilà. Donc là, on est en 94, 95, je crois. Dreyfus, c'est par là. Donc Léonie travaille plus avec Richet, Jeannette, tout ça. Elle est repartie au Havre. Et bon, bah, elle est gouvernante d'enfants au Havre, comme c'est son métier. Et là,
Joseph Gibert, comme c'est un ami de Félix Faure, qui est à l'époque président de la Troisième République, donc comme c'est le procès Dreyfus, tout le monde en parle et tout et tout, et donc via Félix Faure, il a accès au frère de Dreyfus, qui s'appelle Mathieu. Et il lui propose ses services. Il dit, bah écoute, je vois que ton frère n'est pas à la fête dans son procès, etc. Donc si tu veux, j'ai une sorte de voyante médium qui pourra aider à voir un peu ce qui se passe, les dessous du procès, les trucs, etc. Et donc, bon, l'autre, de toute manière, il voit que c'est perdu. Donc, bon, il n'est pas chaud, hein, Mathieu, du tout, pour faire ça. Mais il se dit, bon, allons-y quand même, ça coûte rien d'aller voir. Donc, il se déplace au Havre et il rencontre Léonie, mais vraiment, il n'y croit pas. Et là, le courant passe entre les deux, très bien même. Et donc, du coup, pour prouver que Léonie n'est pas une charlatante, il va organiser des tours de cartes qui sont juste sidérants, c'est-à-dire que lui-même prend, Mathieu, donc prend un jeu de cartes, il les mélange, etc. Il en prend une au hasard qu'il ne regarde pas, même pas lui-même, quoi. Donc, il la prend, il la met dans une enveloppe, il la fout dans un meuble loin, et Léonie arrive à 100% des cas à deviner quelle est la carte qu'il a sortie du jeu, quoi. Voilà. Donc là, bon, Mathieu est obligé de se dire, je sais pas comment je vais utiliser cette femme, mais en tout cas, bon, il y a quand même quelque chose derrière. Il y a ces fameux pouvoirs de voyance à distance, hors du commun. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le remote viewing, hein, Complètement. la Bah, c'est ça. distance. Oui. C'est exactement ça. Voilà. Et là, avec des conditions quand même qui sont plutôt. Alors, on peut toujours dire que Mathieu Dreyfus a tout inventé, hein, c'est possible. Mais enfin bon, c'est dans ses mémoires, quoi. Donc voilà. Et puis après, ça va se retourner contre lui, donc c'est assez bizarre. Enfin, ou pas. Et donc, du coup, il va demander, il dit, plus que tu es capable de voir à distance, que fait mon frère, quoi, voilà. Qui est, à l'époque, il est en prison à l'île de Ré, avant qu'il parte en Guyane. Et donc, elle se connecte à Alfred, donc, voilà, et elle le décrit, et elle lui dit, il a des lunettes, quoi. Voilà. Alors, il reprend Léonie, non, elle n'a pas de lunettes, elle a des lorgnons. Donc, la différence, c'est que les lunettes, il y a des branches, quoi, et les lorgnons, il n'y avait pas de branches, quoi. Il dit, mon frère a jamais eu de lunettes, il a toujours eu des lorgnons. Donc, c'est pas grave, mais enfin bon, voilà, c'est juste pour dire qu'il a des lorgnons. Et elle insiste, dit, non, 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 ce ne sont pas des lorgnons, je t'assure, ce sont des lunettes. Alors bon, il y a un échange, puis après il laisse tomber, il dit, bon, après tout, c'est pas très important. Donc, bon, il voit que son frère va bien, donc elle lui raconte tout un tas de trucs sur son frère, bon, voilà. Et puis, il y a la femme de Dreyfus qui va aller le voir à l'île de Ré, et puis donc Mathieu lui dit, écoute, je vérifie comme cette histoire de lunettes, parce que c'est quand même bizarre, voilà. Et donc, elle va à l'île de Ré, t'imagines à l'époque, c'était au moins une semaine de diligence ou de trucs comme ça. Elle revient, elle dit, bah oui, il a des lunettes parce qu'il a cassé ses lorgnons, comme ça en prison, c'est compliqué, etc. Et donc, du coup, il a demandé au directeur de la prison d'avoir des lunettes plutôt que des lorgnons, puisque c'est plus adapté à un régime carcéral. Et donc, elle va ne cesser de faire des révélations stupéfiantes sur le procès. Elle va donner le nom de l'espion allemand que personne connaissait à l'époque, donc elle va sortir le nom de l'espion. Elle va donner le nom des officiers à qui Dreyfus avait prêté de l'argent. Et elle va révéler l'existence de pièces secrètes que juste 3 ou 4 juges et Félix Faure connaissaient à Paris. Autant dire qu'une gouvernante du Havre n'était pas dans les petits papiers de ce procès, quoi. Et donc, elle fait toutes ces révélations stupéfiantes sur le procès Dreyfus. Et en fait, ça va se retourner contre Mathieu, qui va du coup arrêter de l'utiliser, puisqu'il la présente au procès pour dire, voilà, ce qui se passe, etc. Et les gens lui disent, attends, t'as perdu la tête. Si la défense en est au point d'amener des sorcières somnambules dans le procès, c'est que c'est pas la peine, c'est du cirque. On répond même pas à ça. Voilà. Donc du coup, ça va se retourner contre la défense. Donc du coup, Mathieu, en désespoir de cause, dit, on peut pas, je peux plus amener Léonie au procès, ça joue contre mon camp. Donc voilà. Mais comme il s'entend très bien avec elle, il va l'embaucher comme gouvernante chez lui. Et donc elle va rester des années au service de Mathieu Dreyfus et de sa famille. Voilà, donc lui faire quelques prédictions malheureusement vraies et un peu tristes sur ses enfants qui vont mourir à la guerre, parce que c'est avant la Première Guerre mondiale. Donc elle va prédire la Première Guerre mondiale et qui va mourir dans la famille. Et effectivement, les gens sont morts, notamment le fils de Mathieu. Et elle va détecter chez les filles de Mathieu Dreyfus des pouvoirs comme les siens, de, de vision à distance, etc. Et assez bizarrement, elle leur dit de ne pas le faire parce que c'est dangereux, etc. Donc voilà, il y a une petite alerte là-dessus, c'est assez marrant. Et on ne sait pas comment elle va terminer sa vie. On ne connaît même pas à l'année près la date de sa mort. Elle est peut-être morte au service de Mathieu, on ne sait pas.
C'est étonnant parce qu'à l'époque, il semble y avoir quand même, plusieurs personnes qui ont ce type, de dons et de pouvoir. Bien sûr, Mmh. il en existe toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moins, tabou. On parle par exemple de À peine Nicolas moins, Fraisse, non, ah, à peine moins, hein. quand même un peu moins, hein. Je veux dire, des Oui. gens comme Nicolas Fraisse sont maintenant, très, courtisés par les médias, par des chaînes, YouTube et cetera. Mais on n'a pas 50 000 personnes qui sont sur le Non, devant de la scène malgré tout, hein. non, non, c'est très rare, ouais. Non, c'est des profils très, très rares, alors on ne sait pas pourquoi ils sont là. A priori, cette Léonie, elle a pas eu de, comment dire? On connaît pas de traumatisme qu'elle ait pu subir, on connaît pas, on dirait qu'elle est née comme ça, quoi. Enfin, après, on a très peu de choses sur sa vie, hein. Elle a eu un traumatisme majeur, sa fille est morte, alors qu'elle travaillait dans les champs, et sa fille est passée par la fenêtre, elle est morte. Mais en fait, elle avait ses dons de voyance visiblement avant la mort de sa fille. Parce que souvent, quand elle travaille dans les champs, tout d'un coup, elle part en courant, elle dit, ma fille est tombée par la fenêtre, elle est morte. Et effectivement, malheureusement, c'était le cas, quoi. Bon, c'est assez mystérieux. Voilà, pourquoi elle et pas d'autres? Voilà, il y a, comme tu dis, visiblement, il y a toujours eu ce genre de profil à travers le temps. Et ils étaient, enfin, ils sont très rares. Ils étaient très, très rares à l'époque et ils sont encore très rares aujourd'hui. Bon, ça fait partie du côté un peu mystérieux et merveilleux de la vie, quoi. Voilà. Moi, j'ai eu un patient comme ça que j'ai pu détecter un jour, qui avait ce type de propriété. Voilà. C'était un, ouais, je m'en suis aperçu par hasard pendant une séance d'hypnose, quoi. Ouais, c'est un patient en 15 ans, quoi. Et moi, j'ai aussi eu un patient comme ça qui pouvait me dire à quoi je m'intéressais. Ouais, ouais. C'était Mais, très, enfin, après, très étonnant. ouais. Il m'a donné des prédictions sur l'avenir. Mm, Il était médium voyant. Enfin, c'était, très ouais, impressionnant. Et ce ouais, monsieur ouais. n'était pas du tout, c'est pas moi qui le consultais, c'est lui qui, consultait à cause de ses Mm, dons de voyance qui étaient un poids, en fait, pour lui. Il venait de se ouais, faire virer de son boulot parce que il travaillait en salle dans un café. Il a dit à une dame, ah, vous allez avoir un accident. Et la dame a été furax, en fait. ouais. Plutôt que d'être prudente et de se dire, on peut apprendre quelque chose de ça et faire attention, elle a fait appeler son chef et son chef l'a viré pour faute Ouais. grave sur le champ. Et donc, lui, il avait toutes ses visions et il ne pouvait rien en faire. Et donc, c'était Mm. terrible. Ouais, c'est vrai. Et donc, il me parlait, je disais, mais on est là pour vous. Oui, mais on me dit que c'est important. Je dis, bah, vous me direz ça à la fin de la séance, mais là, on est là pour On vous. va couper en deux le truc, là. C'était très surprenant. Pour toi, qu'est-ce que ça dit de la conscience? Qu'est-ce que, pour Jeannette, est-ce qu'on sait ce que ça signifiait? Parce que pour Et non. Richet, on le sait, Richet parlait Alors, déjà Richard, oui. de conscience non locale, hein. Il disait que Mm. la conscience ne dépendait pas du cerveau, ce qu'on dit encore aujourd'hui, enfin qu'on Ouais, redit, certains qu'on redit, scientifiques ouais. redisent Mm. aujourd'hui. Mais pour l'époque, enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on déclarait déjà ça au 19e siècle. On ne sait Mm, jamais mm. ce qu'il en conclut par rapport à la conscience. Non, comment dire, comme je réédite là dans mon livre trois textes de Janet, donc les deux premières notes sur Léonie et également le compte-rendu de Janet sur justement le livre de Richet, qui parle que de ça, quoi, de conscience, comme tu dis, non localisée, quoi. Indépendant ce qu'on appelle ça l'hypothèse d'indépendance du substrat, quoi. Voilà. Et donc, bon, clairement, Richet était à fond dans cette mouvance-là. Donc lui, il est allé beaucoup plus loin dans les expériences parce qu'il adorait ça et donc il faisait ça quasiment toute la journée. À tel point que, il le dit lui-même, Richet, hein, qu'il s'est fait embobiner par des charlatans. C'est-à-dire que, bah, à force de réclamer des médiums, des gens comme ça, bah, y a des gens qui se mettent dans le créneau alors qu'ils n'ont rien à y faire, quoi. Mais bon, Richet le premier à dire, bah oui, j'ai pu me faire avoir de temps en temps, hein, ça arrive, hein, il y a pas que des gens honnêtes voilà, dans ce milieu, au contraire, enfin, comme dans tous les milieux d'ailleurs, en demeurant. Donc, bon, il dit, bah, de temps en temps, je me fais avoir, c'est le jeu, tant pis, voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'expériences, que ça soit. Alors, il bossait avec tout, hein. Il bossait avec les médiums spirites, avec les morts, avec les trucs à distance, avec les ectoplasmes. Ça a disparu, hein, c'est passé de mode. Donc, en gros, c'était certaines personnes, soi-disant, émettaient des sortes de formes qui étaient pseudo-solides. Bon. Et puis ça pouvait être pris en photo. Alors ils prennent des photos. On ne savait pas si. Bon, c'est assez mystérieux ces ectoplasmes. Je ne sais pas trop quoi en penser.
Mais moi, Euh, ce à quoi ça m'a fait penser quand j'ai lu ça dans ton bouquin, c'est aux personnes qui font des sorties de corps et qui disent, hum, pour certaines en tout cas, hein, pas toutes, mais j'ai interviewé Julie Eva qui dit par exemple que elle, quand elle sort de son corps, elle peut voir son corps astral, qu'il peut d'ailleurs prendre différentes formes, puisqu'en fait la pensée est créatrice, mais que oui, c'est une forme, enfin elle dit pas ectoplasme, hein, bien sûr, mais hum. euh, oui, elle voit une forme, hein, donc ça, Ouais. Alors que les médiums voient des formes, très bien, mais là, c'était pris en photo par d'autres gens, vous voyez ce que je veux dire? oui, là c'est compliqué Et Richet à touchait le truc en comprendre. disant c'est un peu mou, il enfonçait sa main dedans. C'est vraiment. Là, je suis perplexe. Mais Oui, bon, là, moi voilà. aussi. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans son livre. Donc, il a une somme qui s'appelle, je sais pas quoi, la métapsychique, je sais plus comment il s'appelle son bouquin. C'est un gros bouquin qui doit faire 800 pages. Et Janet, quand même, se fend d'un compte rendu d'une 40-50 pages sur son ami, parce que c'est plus ou moins un ami quand même, Richet. Et c'est pas très honnête parce que il s'acharne sur les cas les moins, on va dire, les plus douteux. Voilà. Donc, il prend les cas les moins fiables, les plus ambigus, les plus machins, puis il dit, bah oui, mais là, regarde, c'est pas terrible. Là, le contrôle n'est pas génial. Là, bon, ouais, ça prouve ou ça prouve pas parce qu'on est vraiment à mi-chemin. Mais en fait, il prend que les trucs en demi-teinte. Alors, c'est peut-être la faute de Richet qui aurait dû, plutôt que de faire 800 pages, il aurait peut-être dû faire que 200 pages sur des cas en béton armé. Mais bon, il a voulu tout dire. Donc c'est aussi à son honneur, parce qu'il y a des trucs où on voit qu'il y a des charlatans, on voit que ça marche à moitié. Donc du coup, c'est un assez bon, on va dire, compte-rendu fiable, objectif de ce qui se passe. Mais évidemment, ça permet à Pierre Janet de pointer que les faiblesses du truc. Alors c'est vrai que le raisonnement de Pierre Janet est vrai, hein, quand on lit son truc, bah, effectivement, quand on lit le bouquin de Richet, il dit, ouais, bah ouais, c'est pas terrible, ouais, là c'est un peu moyen. Là, oui, bon, pourquoi pas, on pourrait imaginer une autre explication. Mais les points clés très, très, très déterminants qui souffrent pas la discussion, etc., Janet n'en parle pas. Alors qu'il les a lus, puisqu'ils sont dans le bouquin, quoi. Et d'ailleurs, Richel lui reprochera beaucoup ça en disant oui, bah, tu as fait un bon boulot pour pointer mes faiblesses, que je connaissais au demeurant. J'aurais aimé que tu te penches sur les cas qui sont en béton armé et pas sur les cas tangents que j'ai mis par honnêteté, quoi. Donc là, on sent qu'il y a, entre les deux amis, il y a un petit sujet de. Ça ressemble quand même à une certaine forme de malhonnêteté intellectuelle, quoi. Et d'un moment, il y a un journaliste qui va demander à Janet qu'est-ce que tu penses de tout ça, des expériences de Pierre Richet, alors qu'il vient de se taper le compte-rendu, et l'autre dit j'ai pas lu le bouquin. Alors clairement, il a lu puisqu'il a fait un compte-rendu, donc il botte un peu en touche. Voilà, donc, Je crois là-dessus, qu'il a été ça. effectivement très mal à l'aise par rapport Oui, à ça pour sa carrière. oui, oui, on Comme sent que tu dis, voilà, quoi, il marche sur des œufs, quoi. ça Voilà. fait pas très sérieux. En même temps, Hum, enfin, moi, j'admire beaucoup Charcot. Alors, c'est quelqu'un de son époque, Charcot, je veux dire hum, par là, c'est quelqu'un de très autoritaire, oui, paternaliste et tout ce qu'on veut. Mais ce qui m'a toujours impressionné, c'est son intérêt pour tout, la métalloscopie, ouais. la métallo, je sais plus comment. Météoscopie, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, pour les aimants, pour Hum, l'électrothérapie. Enfin, bien sûr que là-dedans, il y a des choses, c'était pure suggestion, ce qu'on veut, mais peu importe, c'est-à-dire il était toujours ouvert à des nouvelles choses, hum, hum. même s'il restait un peu à cheval sur ses théories. Quand même, il a fait venir Pierre Janet dans son laboratoire à la Ouais. Salpêtrière, il lui en a donné la direction, alors qu'il ne partageait pas Non, les théories de Pierre Janet, puisque, non, par exemple, Charcot pensait que l'hystérie était quand même due à des lésions qui ne se voyaient ouais, pas, et peut-être même sans substrat, puisqu'il parlait de lésions cinématérielles, donc sans ouais. matérialité, Hum, hum. alors que Pierre Janet disait non, c'est psychogène, ça vient du Ouais, psychisme. Donc, et puis maintenant que j'ai lu ton livre et que j'ai appris effectivement qu'il s'était intéressé à la télépathie, et bon, Charcot, c'était quand même pas encore trop son truc. Je trouve que c'est brillant non, de quelqu'un ouais. comme Charcot de mettre dans des services à ces postes si importants des gens dont, évidemment, j'imagine qu'il les admirait, mais dont il ne partageait pas les théories. Ouais. Non, c'est sûr qu'on peut critiquer Charcot sur beaucoup de choses, hein, et il faut pas se priver, puisqu'effectivement, il y a eu des trucs très limites qu'il a fait. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher une curiosité intellectuelle intense, et notamment d'accepter des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Parce que bah, dès les premières interventions de Janet, donc, il autorise son oncle à lire le truc. Lui, il dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'y croit pas, mais il lui redonne la tribune un an après, ou 6 mois après, avec un texte du même acabit qui va encore plus loin. Et après, comme tu dis, il lui donne les clés de la salpêtrière alors qu'il ne partage pas du tout son point de vue. Pareil, quand il s'intéresse à la métalloscopie, il le fait parce que bah, c'est Burke, je crois, qui est un de ses adjoints,
qui lui montre des expériences et il dit: «Bah oui, effectivement, c'est incroyable», et Ouais, du coup, il Burke. se lance dans la métalloscopie, alors que c'est pas du tout son rayon et c'est ça qui va après, faire renaître quelque part l'hypnose. Alors peut-être avec des élucubrations, sans doute, mais il n'empêche que, bah, il a mouillé sa chemise, il a pris des risques, intellectuels et oui, après, bah, il s'est fait, comment dire? On a montré après qu'il y avait beaucoup de ces sujets hypnotiques qui étaient là parce qu'elles étaient nourries, logées, blanchies et que c'était plus agréable de travailler avec Charcot que de travailler dans les champs, à se casser le dos, pour un salaire de misère, quoi. Donc évidemment, elle surjouait le truc parce que, bah, c'était des conditions, beaucoup plus, favorables matériellement que d'aller travailler, quoi. Il y en a un qui en parle très bien de ça, je sais plus comment il s'appelle, Alex Munt, toi qui sais? C'est un médecin suédois qui a écrit le livre de Saint-Michel, où il raconte ses mémoires. Et donc, il a travaillé avec Charcot et avec les cobayes, etc. Et donc, c'est une vision de Charcot par un médecin suédois étranger à Paris, avec une vision, bon, sévère, on va dire, de Charcot. Mais bon, voilà, c'est un témoignage d'époque. Est-ce qu'il y a, d'autres choses extraordinaires à dire sur Léonie, sur d'autres capacités, compétences? Alors, on peut, oui, on va en donner encore une. Enfin, j'ai fait la liste à peu près complète à ce jour dans mon livre de tout ce que j'ai pu lire sur elle. Donc, sauf nouvelle découverte ou mauvais travail de ma part, entre guillemets, il est complet, on va dire, sur toutes les expériences extraordinaires qu'on connaît à ce jour sur Léonie. Donc, il y en a une qui est intéressante, qui est marrante. C'est sur l'incendie du laboratoire de Pierre de Richet. Et donc, ça se passe donc au Havre. Elle travaille avec Pierre Janet et tout d'un coup, alors qu'il est en train d'écrire son livre à l'automatisme psychologique, tout d'un coup, Léonie dit ça brûle, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est sous hypnose. Il dit bah, c'est le laboratoire de Richet qui prend feu, tout est brûlé, c'est catastrophe, etc. Donc, voilà. Et à l'instant, au moment où elle a cette crise, on va dire, hypnotique d'incendie de laboratoire, etc., ben, le laboratoire de Richet prend feu. Voilà. Donc, ça se passe. C'est pas exactement au même moment. Je crois qu'il a pris feu pendant la nuit. Et elle, elle a cette crise le matin. Voilà. Mais à l'époque, il y a pas de radio, il n'y a pas de téléphone, etc. Donc, il n'y a pas moyen pour elle, au Havre, de savoir qu'un incendie dans le laboratoire de Richet a eu lieu voilà, quelques heures avant. Et ce qui est intéressant, c'est quand Richet donc, comment dire, raconte cette histoire, parce qu'après tout le monde est au courant elle a fait cette espèce de prédiction, pas une prédiction parce que c'était après. Voilà. En fait, ben, il y a deux autres amis de Pierre Richet qui ont fait des cauchemars avec du feu et des bâtiments qui prennent feu. Donc il les nomme, je me souviens plus leur nom en tête. Enfin bon, voilà, c'est deux psychologues amis de Pierre Richet qui, pareil, vont se réveiller le matin en disant bah, ah, j'ai fait des cauchemars, ça brûle, ça brûle. Et donc il y avait vraiment, disons, ce Pierre Richet arrivait à influencer les gens qui étaient proches de lui. Donc là encore, il y a une notion de rapport, parce qu'il était rentré en rapport avec évidemment Léonie. Je montre dans mon livre un moment, on le voit hypnotisé comme ça avec sa main, Léonie. Donc il a créé un rapport avec elle. Et donc du coup, bah, tout ce qu'il touche lui va la toucher elle. Et pareil pour ses amis. Donc on sent que c'est quelqu'un qui va avoir un charisme important. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le Wundt. C'est un psychologue allemand qui a créé la psychologie expérimentale, qui lui est au courant de toutes ces histoires avec Léonie, Janet, Richet et compagnie. Et lui, il admet, donc c'est vraiment très intéressant comme attitude psychologique, c'est-à-dire que lui, il admet comment dire, que ça est vrai. C'est-à-dire qu'il dit, bah oui, oui, Léonie a bien perçu à distance l'incendie du laboratoire, elle a bien des pouvoirs un peu zombiques et tout, mais il dit, mais il faut pas y aller. Voilà. Il faut pas aborder le sujet, sinon ça serait une régression dans un état, on va dire, comment il dit, non, je relise mon livre, mais dans un état un peu archaïque, tu vois, magique. Et donc, en gros, c'est une régression de la conscience humaine. Donc, ces trucs-là sont vrais, mais il faut pas y aller, quoi. Voilà. On tire une couverture là-dessus et on fait comme si ça n'existait pas. Donc là, c'est assumé, hein. Voilà. C'est une attitude qui, au moins, elle mérite d'être parfaitement claire, verbalisée. Pour lui, c'est régressif, donc niet, on va pas là-dedans. Voilà.
Ce qui pourrait donner une explication de pourquoi est-ce qu'à l'époque, et puis encore maintenant, il y a cette espèce de chape de plomb sur, comment dire, ces phénomènes. Oui, puis ça remet beaucoup de choses en question, hein. Encore Oui. aujourd'hui par rapport à notre vision matérialiste, Mmh mh. aujourd'hui encore quand tu parles de ces phénomènes-là, bah, tu es souvent quand même, taxé d'original et pas très sérieux. Oui, Même si oui, ah oui, aujourd'hui ça mon décrédibilise complètement université le ouais, l'auteur, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Mmh. aujourd'hui mon université par exemple, bon, il y a un laboratoire qui s'appelle Interpsy qui s'occupe de ces choses, paranormales. Il y a Mmh. aussi, l'université de Liège, mais enfin ça reste quand même, Mmh. très Alors j'ai difficile de l'impression qu'à l'étranger, c'est un petit peu plus, la chape de plomb est moins sévère. Quand tu vois ne serait-ce que par exemple, bah, le nombre de livres anglais, sérieux qui parlent de ça, il y en a, des palanquets, enfin, c'est inimaginable. En France, il y a presque rien, tu vois? Comparé. C'est vraiment, voilà. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu en France en ce moment, qu'il y a quelques universitaires, bah, dont toi par exemple, qui commencent à, ouvrir un peu la porte, quoi. Mais c'est assez récent, hein, ça a quelques années, quoi. tu voulais parler des plantes aussi. En parallèle de Pierre Janet, il y avait tout un courant qui consistait en fait à alors oui, c'est à base de plantes, mais pas que, mais oui, à base de plantes. En fait, qui consistait en fait à laisser les médicaments agir à distance. Et donc, en gros, on approchait à la personne une teinture mère ou un hydrolat ou un truc comme ça de la plante en question. Et ben, on attendait que l'effet thérapeutique se produise. Voilà. Sachant qu'on ne disait pas, évidemment, à la personne quelle plante on lui mettait derrière le crâne. Et que, alors je ne sais plus si ça avait été fait en double aveugle ou pas. Je ne sais plus, il faudrait revoir. Oui, je crois que oui. Oui, 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 c'était en double aveugle. Ouais. C'est-à-dire qu'ils mettaient des plantes un peu psychotropes, tu vois, genre laurier cerise, etc. Et ils observaient des effets un peu similaires sur les gens, de crise religieuse pour le laurier cerise, avec la Vierge Marie, je crois, et avec la valériane pour que les gens tombent dans le sommeil, etc. Et donc, effectivement, c'était un double aveugle, c'est-à-dire que l'expérimentateur avait juste un flacon avec un numéro, et c'était une tierce personne qui, lui, avait la correspondance entre les numéros et la plante. Et donc, on observait, encore une fois, sur des sujets doués, pas sur tous les sujets, mais sur des sujets doués, on observait que bah, si le numéro 5 était la valériane, donc personne ne savait que c'était la valériane, bah, on mettait cette valériane à côté on va dire du sujet doué, et bah, il tombait par terre de sommeil, et puis il rentrait en connexion avec Dieu ou la Vierge Marie, si c'était le laurier cerise, puis encore une troisième plante dont j'ai oublié le nom. Pareil donc là, encore une fois, c'était en double aveugle, avec quand même des sujets triés sur le volet. Voilà, ça marche pas avec tout le monde. Mais bon, voilà, c'est une pierre de plus à l'édifice, qu'il y a quand même des choses bizarres qui se produisent et qui sont faites en double aveugle et qui sont reproductibles. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs retiennent de ton livre? Bah, le côté merveilleux de la vie. Voilà. Que oui, bah moi, comme tout le monde, j'aime bien tout ce que la science, on va dire, matérialiste nous a apporté en termes de confort, d'espérance de vie, d'énergie pas chère, etc., etc. Bah, tout le côté rationnel que j'aime beaucoup. Moi, à la base, je suis ingénieur, donc voilà, j'aime beaucoup tous ces aspects, on va dire, de science pure et dure bah, qui sont importants, qu'il faut conserver, hein, surtout, voilà, évidemment. Mais qu'il n'y a pas que ça. Voilà, qu'il y a également, comme ça, des petits interstices de mystère, de merveilleux, de conscience non locale, voilà, et que je trouve très triste les gens qui pensent qu'on est des steaks sur pattes, quoi. Tu vois, en gros, qu'on est bah, un corps avec des neurones, plus ou moins bien agencés entre eux, et puis si ça avance mal, on est dépressif, et puis sinon, bah, on est content, et puis voilà. Et puis notre conscience est fabriquée par le cerveau, comme la bile est sécrétée par le pancréas. Je trouve ça un peu triste. Et puis surtout, il y a énormément d'éléments qui montrent que c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, il suffit comment dire, bah, de lire mon livre, par exemple, pour se dire, bah, soit il y a un complot, c'est-à-dire que Janet, Charcot, tous ces gens-là ont inventé, Mathieu Dreyfus, Marillet, Myers, tout ça. Il y a un gigantesque complot pour nous faire croire qu'il y a la lucidité magnétique hypnotique. Ou alors non, on peut dire, bah non, quand même, euh,
pourquoi Genet irait mentir? Pourquoi est-ce qu'il se mettrait d'accord avec tous ces gens pour nous faire croire à des trucs? On voit Ils pas ont bien rien à l'intérêt gagner. d'un... Non, au contraire, on voit bien Genet a tout à perdre. D'ailleurs, peut-être qu'il a regretté avoir écrit ces deux textes au début de sa vie, j'en sais rien. Non, ils ont plutôt tout à perdre, au contraire. Alors, ce livre Donc, Pierre voilà. Janet, Hypnose et télépathie, c'est en fait, un livre qui fait partie, j'ai envie de dire, d'une trilogie. Est-ce que tu C'est peux nous ça. parler de tes autres, ouvrages? Donc oui, c'est une Dans quel trilogie, donc il y en genre? a trois, comme une toute bonne trilogie qui se respecte. Et donc, Pierre Janet, c'est le livre du milieu. Voilà. Le premier est sur Alexandre Dumas. Euh, et Alexandre Dumas en tant qu'hypnotiseur. Voilà. Donc en fait, il a, pareil, il s'est découvert des talents d'hypnotiseur au moment de l'écriture, à la fin de l'écriture de Joseph Balsamo. Donc il s'est mis à beaucoup parler d'hypnose dans ses livres, d'accord, mais sans vraiment connaître le sujet. C'est-à-dire qu'il avait juste lu d'autres livres sur l'hypnose, puis il dit bah tiens c'est marrant, ça fait des bons ressorts romanesques et de scénarios, donc il l'utilise dans ses bouquins. Et puis à un moment il y a quelqu'un qui lui dit bah écoute, qu'est-ce que t'en penses toi? Alors il dit bah moi j'en pense rien, c'est juste voilà. Et du coup ça lui donne l'idée de le faire. Et donc là il va se mettre à hypnotiser quelqu'un. Et lui, donc comme c'est Dumas qui est excessif en tout, la première séance d'hypnose qu'il fait, ça va être sur ce fameux Alexis Didier dont j'ai parlé tout à l'heure, et à distance, sans qu'Alexis Didier soit au courant. C'est-à-dire qu'il l'invite chez lui dans son château là, à côté de Paris, là, et il y a une grande fête, etc. Et là, il se concentre, comme Jeannet avec Léonie. Là, on est en 1849, je pense, 48, 48. Et là, pareil, il se concentre, etc. Et le gars, alors qu'il est à 40 mètres et qu'il ne sait pas qu'il va se faire hypnotiser, puisqu'il est venu en tant qu'invité normal, tombe par terre sous hypnose. Et ensuite, bah, Dumas arrive, parce qu'il est tout content de lui, évidemment. Et là, va lui faire faire tout un tas de choses incroyables. Alors lui, Dumas, autant Janet et compagnie, ils respectent un peu leurs cobayes, quoi, parce que c'est des médecins, c'est des gens, etc. Alors Dumas, lui, il y va vraiment à l'âge. Bon. Le rapport de Dumas avec l'hypnose, je montre que bon, c'est limite, 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 même pour l'époque. Hein. Il n'hésitait pas à hypnotiser des femmes et à coucher avec. Enfin bon. Là, Ah oui, c'est des débats très actuels en plus. oui, oui. Donc là, il y va vraiment ouais, sans aucune déontologie, sans aucun respect de l'être humain. Enfin, c'est pas une vision très jolie de Dumas que je donne dans mon livre, mais bon, Oui, oui, c'est pas moi qui donne cette vision, c'est lui qui la donne de voilà, lui-même. Hein, c'est voilà. une autre facette. C'est une autre facette du personnage que je montre, hein, qui est très ambivalent. Et je réédite les 7 lettres magnétiques qu'il a écrites justement où il raconte ses expériences d'hypnotiseur, voilà, qui n'ont jamais été rééditées depuis 1848. Donc, voilà. Et puis il y a tout un corpus autour qui va expliquer d'où ça vient, comment ça marche, et notamment le lien entre l'écriture et l'hypnose. Parce que je montre que pour moi et pour Dumas, et pour beaucoup d'autres gens, il y a un lien très fort entre l'hypnose et l'écriture. Voilà. Donc, comme j'aime beaucoup l'écriture, etc., voilà, c'est le premier tome de la trilogie. Et le dernier tome, qui est pareil, qui est une sorte d'œuvre de philologie, c'est sur Tolkien et l'hypnose. Et donc, je montre tout, comment dire, l'immense présence de l'hypnose au cœur de l'œuvre de Tolkien. Voilà. Et je me permets, voilà, comme c'est mon livre et que j'aime bien écrire, je donne un modèle de l'hypnose, justement, qui serait un modèle non dissociatif de l'hypnose. Donc en filigrane, comment est-ce qu'on pourrait faire de l'hypnose en s'assurant que c'est pas dissociatif, puisqu'on a vu que justement c'était le problème. Et donc ça ressemble beaucoup à mon modèle à celui de l'ego state therapy de Watkins justement. Et comment est-ce qu'on peut justement, grâce à l'hypnose, aller contre l'effet qu'on fait sans le savoir en général, c'est-à-dire faire de la dissociation, ce qu'il faut éviter à tout prix, et au contraire faire de la réintégration psychique qui, à mon sens, correspond à la guérison psychothérapeutique. On mettra bien sûr toutes les références, des livres dans Merci bien. la Et voilà, pour vignette de ceux qui aiment description. Tolkien, pour terminer, je révèle un mystère qui n'avait jamais été révélé jusqu'à présent dans le monde de Tolkien, bon, rien à voir avec l'hypnose, hein, mais j'ai découvert ça en faisant les recherches hypnotiques sur l'œuvre de Tolkien, parce que j'ai dû relire plusieurs fois, etc., sur l'origine des hobbits. Voilà, d'où ils viennent, qui sont-ils exactement, et il y a un petit lien avec l'hypnose quand même. Voilà. Donc, à ma connaissance, ça n'avait jamais été dit dans tout le corpus, on va dire, d'études sur Tolkien, etc. Donc, c'est potentiellement On ne va pas une révéler. révélation mondiale. Non, on va pas révéler parce que ça fait partie un Voilà, des OK. intérêts du livre. Voilà, donc Voilà. Donc voilà, ça s'adresse aux spécialistes de Tolkien, mais également à des novices. C'est-à-dire que je prends le lecteur par la main. Donc même quelqu'un qui n'aurait jamais lu Le Seigneur des Anneaux peut tout à fait lire mon livre avec intérêt et compréhension. Alors évidemment,
je spoil la fin, quoi, voilà. Donc, j'invite quand même les gens d'abord à lire Le Seigneur des Anneaux et puis ensuite mon livre, mais on peut faire l'inverse. Voilà. On lira du coup très différemment Le Seigneur des Anneaux quand on a lu mon livre, notamment en voyant toute la richesse, on va dire, linguistique de Tolkien. C'est un truc complètement sidérant. Sa connaissance des mots, du langage, de la manière d'écrire, du mythe, de la fantaisie. C'est une puissance absolument incroyable. Voilà, donc j'invite tout le monde à lire mon livre et relire ensuite Le Seigneur des Anneaux ou le lire s'ils ne l'ont pas fait. C'est beaucoup plus qu'un livre de quête et de fantaisie et de petits hobbits qui vont détruire un anneau. Il y a comment dire, il y a une profondeur du langage qui est vraiment qui vaut le coup. Voilà. C'était passionnant, Aymeric. Un grand merci à Merci. toi. Et Merci à puis, tu toi. écriras peut-être un livre sur Watkins et alors là, on te reverra sur cette chaîne. Je pense que ce serait très intéressant. Mon prochain livre, ça va probablement être sur l'étymologie française, voilà, OK. qui est dans le pipe. On verra. Ou sur l'assassinat de Kennedy sous hypnose, j'hésite. Un grand merci à toi. Merci à toi pour tes questions très intéressantes et la qualité de ta présence et de ta chaîne. Vous avez aimé cet entretien? Pensez à le partager, à le commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy et à bientôt pour d'autres aventures.